Alors, on a vu que la fiscalité avait plein de formes, plein d'apparences. C'est d'ailleurs cohérent avec le fait qu'elle soit partout. Il y a un troisième aspect que je voudrais souligner dans cette introduction, c'est le fait que la fiscalité, comme je l'indique dans la diapositive, est au cœur de nombreux débats et elle est de plus en plus au cœur de ces débats. Alors, on va voir le premier aspect que j'évoque, hein, la fiscalité est au cœur de nombreux débats. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'impôt est tellement généralisé, comme on l'a un tout petit peu évoqué dans les deux précédents points, que la plupart des questions politiques, sociales et économiques, soit ont pour origine les impôts, soit ont pour conséquence les impôts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis que la plupart des questions ont pour origine les impôts, par exemple, à titre d'illustration, d'exemple, comment on partage les impôts dans la société? C'est tout de suite un problème, non seulement financier, économique, mais c'est tout de suite un problème politique et social. C'est d'ailleurs un des problèmes fondamentaux, je dirais, des révolutions. La révolution anglaise en 1688, qui n'est pas la révolution type révolution française, mais qui a abouti finalement à priver le roi de ses pouvoirs en matière budgétaire. C'est le Parlement qui a récupéré tout ça, hein. C'était déjà une amorce de démocratie. La Révolution américaine, c'est un problème aussi d'imposition. La Révolution française, on le verra un tout petit peu, c'est aussi un problème d'imposition. Comment on partage la charge des impôts? C'est un problème qui devient vite politique. Qui les paye? C'est lié. Combien on paye? Bien sûr. Alors, dans le combien on paye, il y a le volume de ce qu'on paye. On paye bien sûr toujours trop. Et puis, il y a l'idée sous-jacente qui est également politique, économique et sociale, c'est de dire, OK, on veut bien payer des impôts, mais pourquoi faire? Comment on les paye? C'était la question encore récemment quand on est passé avec une formule de prélèvement à la source par rapport au système antérieur. Au fond, avec les impôts, plus généralement avec la fiscalité et même les prélèvements obligatoires, mais restons-nous sur nos impôts et la fiscalité, l'État ou les pouvoirs publics touchent à la richesse qui est produite d'une manière ou d'une autre, qui est accumulé, qui est dépensé par les gens, et ça nous rend toujours un peu nerveux. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que tous ces problèmes, justement, politiques, socio-économiques, vont souvent avoir pour conséquence des impôts. Voilà. L'État, par exemple, ou une collectivité publique, ont décidé de faire une dépense publique, je sais pas, construire une route, une piscine, une école, de recruter des agents, vous voyez un peu le topo. Bah, il faudra que cette dépense soit répartie entre les citoyens, en tout ou partie, sous forme d'impôts, et puis peut-être en partie sous forme de dette, hein, comme c'est le sujet de plus en plus actuel depuis déjà pas mal de temps, mais qui revient à la surface. Et plus tard sous forme d'impôts, parce que la dette, il faudra la payer. Alors, je viens de dire que l'impôt est tellement généralisé dans nos sociétés contemporaines, nos sociétés modernes, que la plupart des questions politiques, sociales ou économiques ont soit pour origine les impôts, soit pour conséquence les impôts. Quelques exemples, ou plutôt quelques réflexions pour illustrer ce point dans les domaines politiques, sociaux et économiques. Alors, sur l'aspect politique d'abord, quand un gouvernement ou tel mouvement politique souhaite accroître les moyens financiers, par exemple au profit de la santé publique, de l'enseignement, de la sécurité publique, de la défense nationale, et bien tout de suite, comme on l'a évoqué à l'instant, ça va impliquer de trouver des recettes budgétaires supplémentaires, donc en partie des impôts. Alors soit directement, soit pour payer la dette publique et les intérêts, comme on vient de l'évoquer. Ou au contraire, peut-être de réduire les impôts et pour cela de réduire les dépenses. Donc vous voyez que tout de suite, qu'on dépense ou qu'on économise, c'est un problème politique au niveau des pouvoirs publics en général, c'est-à-dire de l'État ou des collectivités publiques, collectivités territoriales, etc. Deuxième type d'exemple, un gouvernement, tel qu'il soit, souhaite aider à la reconstruction de tel ou tel pays. Donc je pense par exemple la France et le Liban. Bon, dépenses budgétaires à prévoir,
devant être compensés par des recettes budgétaires supplémentaires, donc des impôts, et donc soit directement ou indirectement des charges supplémentaires, que ce soit des impôts ou de la dette, il faudra bien payer un jour. La dette ou les intérêts de la dette dans un premier temps. Alors comme on l'a dit, la fiscalité est partout. Et le point important, c'est qu'elle va, le point politique important, mais qui est aussi économique et social, mais c'est toujours délicat de distinguer tout ça, c'est que comme elle est partout, elle va servir à recycler de façon plus ou moins visible, par exemple avec la fiscalité indirecte, l'argent du secteur privé, les ménages, les entreprises, vers le secteur public. L'État, les collectivités publiques, donc l'école, l'hôpital, collectivités territoriales, etc. Donc, vous voyez le mouvement qui est toujours le même. Enfin, c'est un mouvement que je décris, d'un mouvement de principe hein, dans tous les États. Je ne parle pas spécifiquement de l'État en France, de l'État français. La fiscalité va recycler de manière plus ou moins visible, fiscalité indirecte ou fiscalité directe, on verra ça, l'argent du secteur privé, les ménages et les entreprises, vers le secteur public, État, collectivité publique. Et inversement, la fiscalité, d'une certaine manière, va recycler l'impôt du secteur public ou la richesse du secteur public vers le secteur privé. C'est grâce à la fiscalité qu'il peut y avoir des subventions directes, des allocations publiques, des revenus de solidarité, des allègements fiscaux, de l'enseignement ou des soins gratuits, etc., des routes. Bon, on a évoqué tout ça. Vous voyez un peu l'idée de la sécurité, bien sûr. Donc c'est un mouvement, la fiscalité, elle va jouer un rôle énorme, en fait. Alors nous, on va pas se préoccuper de ça, mais c'est pour essayer de planter le décor. Vous voyez tout de suite qu'on a une machine redistributive presque invisible, qui nous permet quand même, je prends l'exemple de la France, de faire vivre, quand je dis faire vivre, c'est aider à vivre 66 millions de personnes, l'enseignement, les hôpitaux, la sécurité, les routes, la défense nationale et plein d'autres choses, alors qu'il y a une population active de moins de 30 millions de personnes, et en particulier beaucoup moins si on enlève les travailleurs sans emploi, entre peut-être 8 et 11% de travailleurs sans emploi, peut-être encore moins avec l'épidémie. Encore moins de travailleurs, encore plus de chômeurs, si vous voulez, avec l'épidémie. Donc on a très peu de personnes qui produisent de la richesse et beaucoup qui vivent de ça. Ben, la machine redistributive dont je viens de parler, dont la fiscalité est en quelque sorte, et dont les impôts sont en quelque sorte le fluide, le sang, sert à faire fonctionner tout ça. Et ça, c'est vraiment un aspect politique important. Alors, l'aspect social, ensuite. Justement, puisqu'on parle de redistribution, parlons du domaine social, après avoir dit deux mots des aspects politiques, comme on vient de le faire. Dans le domaine social, l'impôt est présent ou sous-jacent à peu près partout. Par exemple, si le gouvernement souhaite aider les ménages ou les personnes à bas revenus, ben, ça va impliquer une modification du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ça va impliquer peut-être des aides directes, des allocations de rentrée scolaire, des revenus de solidarité, des allocations logement, etc. Éventuellement des aides indirectes, des exonérations diverses, soit certains frais de scolarité à l'université, soit autre chose. Donc on a énormément d'aspects sociaux hein, qui sont liés aux aspects politiques et économiques. Je poursuis avec quelques exemples pour mettre en évidence que la fiscalité est partout, dans presque tous les débats publics, et en particulier donc dans le domaine économique, dans les débats concernant l'économie. Alors dans ce domaine-là, vous savez que le rôle de l'État et des finances publiques est déjà très très ancien, mais ce rôle n'a été vraiment identifié puis théorisé que assez récemment. Quand je dis récemment, c'est
Quand je dis récemment, c'est pas il y a quelques années, c'est quand même à partir des années 30, des années 1930. Donc à la suite du krach boursier de 1929, d'octobre 29, et de la Grande Dépression, la grande crise qui a suivi et qui a donné, comme vous l'avez sans doute évoqué au lycée, comme vous le savez, donc le New Deal aux États-Unis, avec une politique de grands travaux à partir de 1933, et puis ce qu'on appelle la théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, donc, qui est un ouvrage important de John Maynard Keynes en 1936, qui a théorisé un tout petit peu le rôle en particulier des finances publiques et de la dépense publique et de la fiscalité pour relancer les économies en dépression. C'est-à-dire pour essayer de trouver des solutions à la Grande Dépression. Mais déjà, là, aux États-Unis, avant même d'avoir théorisé ça, ils avaient mis en pratique ces programmes de distribution d'argent, et en particulier avec les aspects de grands travaux. Et pas que les grands travaux de formation, de tout ça. Alors, sans entrer dans le détail, imaginons par exemple que les pouvoirs publics souhaitent aider le développement économique et l'emploi, comme c'est souvent le cas. Dans ce cas-là, il y a plusieurs options. Ils peuvent augmenter les dépenses publiques pour distribuer directement ou indirectement des revenus. C'est des aides aux entreprises, des grands travaux, comme on vient d'évoquer ça, des aides directes aux ménages aussi, pour favoriser la consommation. On peut donc avoir ce qu'on appelle un peu en économie une politique de l'offre qui consiste à aider plutôt les entreprises qui produisent, ou une politique de la demande qui consiste à aider plutôt les ménages qui consomment. Ça, c'est une première option, augmenter les dépenses publiques. Une deuxième option, ça peut être de baisser les impôts. Pas exactement la même chose, hein. Augmenter les dépenses publiques et baisser les impôts n'ont pas exactement le même effet multiplicateur, hein, sur l'économie. Mais enfin, ça se démontre arithmétiquement, c'est pas un souci, mais on va baisser les impôts avec l'idée de favoriser tel ou tel secteur économique. Alors, ce décalage, hein, entre les dépenses publiques, qui sont de l'argent frais, directement injecté dans tel ou tel domaine, et le fait de baisser les impôts, qui va permettre aux gens d'utiliser différemment leurs revenus, c'est plus ou moins efficace, parce que la baisse des impôts, en fait, votre revenu, vous allez l'utiliser comme vous voulez. Vous allez peut-être augmenter l'épargne, hein. Vous avez vu, c'est ce qui s'est passé pendant la première phase de l'épidémie, depuis le mois de février. On a battu des records d'épargne, en particulier sur le placement traditionnel des Français, qui est le livret A, qui a enregistré des records, plus de 100 centaines de milliards d'euros placés sur le livret A, tout simplement parce que les gens ont peur de l'avenir, donc ils ne vont pas dépenser forcément. Et s'ils dépensent, ils vont peut-être importer des produits, donc ça va avoir d'autres effets qui ne vont pas être forcément bons pour la relance, pour l'emploi. C'est pour ça que d'une manière générale, les États, depuis le néolibéralisme des années 80, préfèrent, avec des succès qui sont très, très relatifs, préfèrent aider, avoir des politiques de l'offre et aider directement les entreprises, plutôt que d'aider les ménages. La demande, on n'arrive pas à la contrôler. Et puis quelquefois, troisième aspect, les pouvoirs publics qui souhaitent aider le développement économique et l'emploi peuvent être obligés d'augmenter les recettes fiscales, c'est-à-dire que pour payer ces politiques-là, à un moment ou à un autre, on va s'endetter bien sûr, et encore faut-il pouvoir s'endetter, c'est-à-dire faut-il avoir une bonne image auprès des prêteurs. Mais disons qu'un État va essayer de s'endetter ou va s'endetter, et puis à un moment, il va bien falloir augmenter les recettes fiscales, à la fois pour payer les intérêts de la dette, et puis pour rembourser cette dette. Donc on a cet aspect-là qui fait intervenir largement la fiscalité, hein, dans ce domaine-là.